Je m'appelle Emily Carter. J'ai 32 ans et pendant 5 ans, j'ai secrètement remboursé le prêt immobilier de la maison de mes parents à Park Ridge, juste à l'extérieur de Chicago. Puis, un dimanche, mon père a pointé la porte d'entrée et a hurlé « Sors de ma maison et ne reviens jamais ». Je ne lui ai pas rappelé que c'était mon argent qui avait empêché la banque de saisir cette porte. Chaque virement que j'avais fait portait le même mensonge privé, l'aider pourrait enfin me faire gagner son respect. Au lieu de cela, il a traité mon succès comme une preuve de sa grandeur et mon soutien comme quelque chose qu'il était en droit de cacher. Une phrase accidentelle avait exposé la vérité devant quelqu'un dont l'opinion comptait plus pour lui que la mienne. Son visage a changé immédiatement. Il m'a accusé de l'humilier, d'utiliser son argent pour me donner de l'importance et d'essayer de contrôler la famille. Puis est venu l'ordre qui a mis fin à tout. Je suis sorti sous la pluie de Chicago, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le paiement récurrent du prêt immobilier avant de pouvoir me raisonner. Pendant 2 semaines, il y a eu le silence. Puis, papa a demandé pourquoi le paiement avait cessé. Comme je ne répondais pas, les appels se sont multipliés. Mon téléphone s'est allumé jusqu'à ce que l'écran affiche 211 appels manqués. Il pensait que la pression me ferait redevenir la fille qui résolvait toutes les crises. Au lieu de cela, j'ai envoyé une seule réponse. Ce qui a suivi a révélé ce que mon père avait caché, lui a coûté la vie construite autour de ce mensonge et m'a appris la différence entre aimer un parent et financer sa fierté. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que j'ai honoré sa demande, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage avant que la vérité ne le rattrape. 5 ans plus tôt, mon père, Richard Carter, m'a appelé à 6h17 un lundi matin. Sa petite entreprise de fourniture de construction avait fait faillite. Il avait 4 paiements de retard et le prêteur avait envoyé une dernière mise en demeure. Ma mère, Linda, travaillait à temps partiel dans un cabinet médical, mais son revenu couvrait à peine les courses, les charges et les assurances. Mon jeune frère, Ethan, vivait à Denver et remboursait ses prêts étudiants. J'étais la seule personne de la famille avec suffisamment de revenus et d'économies pour arrêter la crise immédiate. Je venais de devenir analyste financière senior pour une entreprise de logistique à Chicago, et je constituais la compte pour mon premier appartement. J'ai utilisé $9 480 de ce fonds pour régler les arriérés, puis j'ai accepté de couvrir le paiement mensuel du prêt de $2146 pendant 1 an, le temps que papa reconstruise ses revenus. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne. Un homme peut se remettre d'une mauvaise année, a-t-il dit. Il ne peut pas se remettre du fait que les gens pensent que sa fille le soutient. J'aurais dû entendre l'avertissement dans cette phrase. Au lieu de cela, j'ai entendu un père effrayé demandant de la dignité. Une année est devenue 2, puis 5. Chaque fois que j'essayais de discuter d'une date de fin, papa sortait une nouvelle urgence, un trimestre lent, une réparation de toiture, des impôts fonciers plus élevés, un client qui ne l'avait pas payé. Pourtant, en public, il jouait la prospérité. Au bar du country club, il disait à ses amis qu'il avait survécu à la récession parce qu'il comprenait l'effet de levier. Lors des réunions de famille, il décrivait ma carrière comme le résultat de la discipline qu'il m'avait inculquée. Si quelqu'un me faisait un compliment, il souriait et disait « C'est moi qui ai forgé cette éthique de travail ». Si je remettais en question l'un de ses achats, il répondait « Ne confonds pas un salaire avec la sagesse ». Il a acheté une Mustang de 1968 restaurée. A renouvelé une adhésion au club qu'il prétendait essentielle pour le réseautage, et a commencé à planifier une rénovation de la cuisine. Pendant ce temps, je renouvelais le bail de mon appartement dans le West Loop parce que l'argent que j'aurais utilisé pour une maison quittait mon compte le premier jour de chaque mois. La confrontation a eu lieu lors d'un brunch dominical chez mes parents à Park Ridge. Papa avait invité son frère aîné, David, qui avait récemment pris sa retraite après avoir vendu son cabinet comptable. Oncle David m'a demandé si j'avais commencé à chercher un logement à acheter. Avant que je puisse répondre, papa a ri. Emily aime trop le style de vie citadin. Certaines personnes préfèrent payer un loyer toute leur vie plutôt que de faire un investissement discipliné. Le commentaire était destiné à le faire paraître financièrement avisé et à me faire paraître immature. J'ai posé mon café et j'ai dit, j'ai retardé mon achat parce que je paie le prêt immobilier ici. Le silence s'est fait dans la pièce. Oncle David a regardé de moi à papa. Depuis combien de temps, a-t-il demandé. 5 ans, ai-je répondu. Maman a baissé les yeux. Elle savait que chaque paiement venait de moi,
mais elle avait appris que le silence était le prix de la paix dans son mariage. Le sourire de papa s'est crispé. Il a dit que j'exagérais. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai posé l'historique des paiements sur la table. Son visage est devenu rouge. Pourquoi lui montrerais-tu ça, a-t-il exigé. Je lui ai dit que je n'avais pas prévu de le faire, mais que je ne resterais plus silencieuse pendant qu'il utilisait mon sacrifice pour m'insulter. Papa a repoussé sa chaise. Tu fais toujours ça, a-t-il dit. Tu utilises l'argent pour te sentir supérieur. Je lui ai rappelé que je n'avais jamais mentionné l'arrangement en 5 ans. Il a répondu en réécrivant la réalité devant nous. Il a prétendu que l'argent que je gagnais existait parce qu'il avait payé pour mon enfance, encouragé mon éducation et m'avait appris à réussir. Donc, d'une certaine manière, a-t-il dit en tapotant la table, tu m'as remboursé avec mon propre investissement. Oncle David lui a dit que c'était absurde. Papa s'est tourné contre lui aussi, mais je l'ai interrompu. J'ai dit que l'accord était pour 1 an, pas pour toujours, et que je voulais une date pour qu'il reprenne ses responsabilités. C'est à ce moment que sa gêne s'est transformée en rage. Il a attaqué les aspects de ma vie qu'il savait sensibles. Il a dit que j'étais célibataire parce que je traitais les relations comme des feuilles de calcul. Il a dit que mon appartement était vide parce que personne ne pouvait tolérer mon besoin de contrôle. Puis il a pointé le couloir et a crié, « Sors de ma maison et ne reviens jamais ». Maman a murmuré son nom, mais il a élevé la voix et l'a répété. Oncle David s'est levé et lui a dit d'arrêter. J'ai regardé papa, attendant le moindre signe qu'il comprenait ce qu'il avait dit. Il m'a dévisagé comme si l'obéissance était la seule excuse qu'il accepterait. Je suis monté, j'ai retiré les quelques vêtements et documents que je gardais encore dans ma chambre d'enfant, et j'ai descendu une boîte. Papa est resté à côté de la table. Maman m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée et a dit, laisse-lui du temps. J'ai demandé pourquoi le temps était toujours accordé à la personne qui causait le mal et jamais à celle qui le subissait. Elle n'avait pas de réponse. Dehors, la pluie était assez forte pour brouiller les maisons de l'autre côté de la rue. J'ai conduit vers l'autoroute Kennedy avec les 2 mains crispées sur le volant, la douleur laissant place à une clarté que j'avais évitée pendant des années. Papa avait enfin énoncé les termes de notre relation. Je pouvais être utile ou je pouvais appartenir, mais je ne pouvais pas exiger le respect et avoir les deux. Au moment où j'ai atteint le garage de mon appartement, je savais quel terme je rejetais. J'ai monté la boîte, j'ai laissé mon manteau mouillé sur le sol de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le virement du prêt immobilier apparaissait sous les paiements récurrents, 2146 $, prévus pour le premier de chaque mois. L'annuler nécessitait 3 clics. Le premier ouvrait les détails. Le deuxième affichait un avertissement. Le troisième mettrait fin à l'arrangement que j'avais protégé plus longtemps que n'importe quelle relation dans ma vie d'adulte. Ma main tremblait sur le pavé tactile. Je me suis souvenu de papa disant à ses amis du club que notre famille n'acceptait jamais l'aumône. Je me suis souvenu avoir reporté une offre pour un appartement parce que sa facture d'impôt foncier était arrivée la même semaine. Surtout, je me suis souvenu de son doigt pointé vers la porte. J'ai cliqué sur annuler, j'ai téléchargé 5 ans de relevés et je les ai enregistrés dans un dossier intitulé Pré-Carter Final. L'email de confirmation est arrivé quelques secondes plus tard. Rien de dramatique ne s'est produit. Le plafond ne s'est pas effondré. Pour la première fois depuis des années, l'argent prévu pour mon avenir y resterait. La première semaine a été plus calme que prévu. Papa n'a pas appelé pour s'excuser. Maman a envoyé une photo d'un plat de service que j'avais laissé, suivi de « Veux-tu ceci ?» Je n'ai pas répondu. Ethan a appelé après que l'oncle David lui a raconté ce qui s'était passé. Il était en colère pour moi, mais je l'ai empêché d'affronter papa. J'avais besoin que ma décision reste la mienne, et non qu'elle devienne une autre dispute familiale que papa pourrait rejeter sur quelqu'un d'autre. J'ai également pris rendez-vous avec une thérapeute, la docteure Maya Shah, dont la première question m'a déstabilisé. Si le prêt avait été remboursé demain, quel rôle auriez-vous eu dans votre famille? Je ne pouvais pas répondre. J'avais été la pourvoyeuse, la planificatrice, le contact d'urgence et la pacificatrice pendant si longtemps que je ne savais pas s'ils appréciaient Émilie quand Émilie ne résolvait pas quelque chose. Le 15e jour, papa a texté, le prêt n'est pas passé. Vérifie ta banque. Pas de bonjour. Pas de je suis désolé. Pas de es-tu en sécurité après que je t'ai jeté dans une tempête. Il a écrit comme s'il signalait un dysfonctionnement technique à un employé.
J'ai lu le message dans un café à Wicker Park pendant que mon téléphone vibrait contre la table. Un deuxième texto est arrivé. Occupe-toi de ça aujourd'hui. Les frais de retard commencent demain. J'ai retourné le téléphone et j'ai fini mon café. Le soir, il avait appelé 9 fois. Le lendemain matin, maman l'a rejoint. Son premier message vocal disait qu'ils étaient inquiets. Son deuxième disait, la tension artérielle de papa monte parce que tu es têtu. Son cinquième demandait comment je pouvais menacer la maison de mes parents pour une phrase dite sous le coup de l'émotion. Les appels sont devenus une campagne. Papa a utilisé son téléphone portable, le téléphone de la maison, son numéro professionnel et finalement le téléphone de l'oncle David. Après avoir prétendu qu'il y avait une urgence, maman a appelé avant l'aube et après minuit. Quand je bloquais un numéro, un autre apparaissait. Le vendredi soir, le nombre d'appels manqués a atteint 211. Il y avait aussi 43 textos. Certains suppliaient, d'autres blâmaient. Papa alternait entre « Nous sommes une famille et tu nous dois une conversation ». Maman a prévenu que les parents entendraient comment je les avais abandonnés. Pas un seul message ne contenait des excuses directes. Leur panique ne venait pas de la peur de me perdre. Elle venait de la peur de perdre l'accès à ce que je fournissais. Je me suis assise à mon îlot de cuisine et j'ai écrit plusieurs réponses en colère, puis je les ai supprimées. Le message final ne contenait que des faits. Papa m'a dit de sortir et de ne jamais revenir. J'ai respecté cette instruction. Je ne paierai pas pour une maison d'où j'ai été expulsé, et je ne reprendrai pas le prêt immobilier. Mes 5 ans de soutien étaient volontaires, pas une obligation permanente. Ne m'appelle plus pour de l'argent. Toute communication nécessaire doit être envoyée par email. Si les appels répétés continuent, je les documenterai comme du harcèlement. Je l'ai envoyé à tous les deux, puis j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Le silence qui a suivi était presque physique. Papa a envoyé 3 points, a supprimé ce qu'il était en train de taper et n'a pas réessayé cette nuit-là. Maman a écrit, « Tu nous ferais vraiment ça ?» J'ai répondu une fois, « Je n'ai pas créé cette crise. » J'ai arrêté d'empêcher ses conséquences. Puis je n'ai plus rien dit. Mon silence était-il égoïste, ou était-ce la première réponse honnête que je leur avais jamais donnée? La question est restée avec moi, mais la culpabilité ne contrôlait plus ma main. Ma réponse avait mis fin au barrage. Elle n'avait pas mis fin à la conviction de papa qu'il pouvait me forcer à revenir à ma place. 4 jours plus tard, la réception a appelé alors que j'examinais un rapport trimestriel depuis chez moi. Il y a un Richard Carter dans le hall. Le concierge a dit, il dit qu'il est votre père et que c'est une urgence familiale. Je lui ai dit de ne pas le faire monter. Avant que je puisse finir ma phrase, j'ai entendu sa voix en arrière-plan réclamant le code de l'ascenseur. J'ai pris une grande inspiration, j'ai sauvegardé mon travail et je suis descendu. Papa se tenait près du bureau de la sécurité dans son manteau camel, tenant un avis de prêt immobilier comme une preuve dans un procès. 2 résidents attendaient l'ascenseur pendant qu'il disait au concierge que sa fille essayait de le mettre à la rue. Quand il m'a vu, il a traversé le hall et a brandi la lettre vers ma poitrine. Ils ont facturé des frais de retard, a-t-il dit. Ta petite comédie est terminée. Paie ça aujourd'hui. Je n'ai pas pris le papier. J'ai demandé s'il était venu s'excuser. Il a semblé sincèrement offensé. Je suis venu parce que c'est urgent. Cette réponse m'a tout dit. Il avait conduit 40 minutes, s'était disputé avec le personnel de l'immeuble et avait annoncé notre conflit privé à des étrangers. Pourtant, il ne pouvait toujours pas formuler les mots, j'étais désolé. Je l'ai conduit vers un coin salon à la vue de la sécurité. Papa a d'abord baissé la voix. Il a dit que le prêt était un engagement, que les adultes responsables n'annulaient pas leurs engagements à cause de sentiments blessés, et que je punissais maman pour quelque chose qu'elle n'avait pas dit. Je lui ai rappelé que notre accord initial avait duré 1 an et qu'il l'avait prolongé par la pression, le retard et la culpabilité. Il a dit que les accords familiaux n'avaient pas besoin de date d'expiration. J'ai répondu que les ordres, apparemment, si. Il s'attendait à ce que ne revient jamais et expire dès qu'un paiement était en retard. Son contrôle a glissé. Tout ce que tu as vient de moi, a-t-il dit fort. Ton éducation, ta discipline, tes opportunités. Payer une facture ne fait pas de toi la propriétaire de ma vie. Une femme près de la salle du courrier s'est tournée vers nous. Papa l'a remarqué et est devenu plus agité, pas moins. Il m'a accusé de prendre plaisir à sa gêne.
Je lui ai dit que le prêt m'avait coûté 128 760 $ en paiement mensuel plus 9 480 $ d'arriérés et 6 200 $ pour un paiement d'impôt d'urgence. Cela fait 144 440 $, ai-je dit. Ce n'est pas une seule facture et ça ne m'a pas acheté la propriété. Ça aurait dû me valoir un respect de base. Papa s'est levé si vite que la chaise a raclé le sol. Il a dit que je regretterais de l'avoir humilié et a exigé l'accès à mon appartement pour que nous puissions parler sans public. J'ai refusé. Quand il s'est approché, le superviseur de la sécurité s'est approché et lui a demandé de baisser la voix. Papa a annoncé que c'était une affaire de famille. Le superviseur a répondu, « C'est devenu une affaire de l'immeuble quand vous avez refusé les instructions de nos résidents. » J'ai regardé la phrase faire son effet. Papa était habitué à être l'autorité dans chaque pièce. Maintenant, un étranger lui disait que ma limite avait plus de poids que son titre. Il a essayé une tactique différente. Ses épaules sont tombées et ses yeux se sont remplis de larmes. « Nous pourrions perdre la maison où tu as grandi, a-t-il dit. Pendant une seconde, j'ai vu le père qui m'avait appris à faire du vélo dans cette allée. Puis il a ajouté, « Que vont penser les gens ?» La tendresse a disparu. Même sa peur était centrée sur la réputation. Je lui ai dit de contacter le prêteur, de mettre la maison en vente, de réduire ses dépenses, de vendre la Mustang ou de trouver un travail avec un revenu fiable. Il m'a dévisagé comme si l'emploi était une insulte. J'ai 61 ans, a-t-il dit. Tu t'attends à ce que je recommence à zéro? J'ai répondu, tu t'attendais à ce que je reporte ma vie indéfiniment. La sécurité l'a escorté jusqu'à la porte après qu'il a refusé de partir de son plein gré. Juste avant de sortir, il s'est retourné et a dit, si cette maison est perdue, ce sera à cause de toi. Je n'ai pas élevé la voix. Non, papa. Si elle est perdue, ce sera parce que tu as construit une vie que tu ne pouvais pas te permettre et que tu as appelé mon argent le tien. Plusieurs personnes m'ont entendu, mais pour une fois, je ne me suis pas senti exposé. Je me suis senti juste. Ce soir-là, l'oncle David a envoyé un email pour me demander si j'assisterais à une réunion de famille structurée. Papa lui avait dit que je détruisais la famille. L'oncle David voulait des documents, des règles calmes et que chaque personne soit présente. J'ai accepté à une condition, nous nous rencontrerions en terrain neutre, et personne ne partirait avant que papa ait entendu le coût total de ce qu'il avait fait, ou que je décide que la conversation était terminée. L'oncle David a réservé une salle privée au centre communautaire de son quartier. La salle avait 6 chaises pliantes disposées en cercle et aucune table derrière laquelle se cacher. Maman est arrivée la première, l'air épuisé. Papa est entré avec 10 minutes de retard, portant toujours l'expression d'un homme forcé d'assister à son propre procès. Ethan s'est joint par appel vidéo depuis Denver. L'oncle David a expliqué les règles. Chaque personne parlerait sans interruption. Personne n'utiliserait d'insultes et chaque affirmation financière serait étayée par un document. Papa a objecté que les familles n'étaient pas des entreprises. L'oncle David a répondu, alors arrête d'envoyer à ta fille des factures pour être ton enfant. Papa s'est assis. J'avais préparé 5 copies d'un résumé de 2 pages. La première page listait chaque paiement que j'avais fait, les 9 480 $ initiaux qui ont arrêté le défaut de paiement, 60 paiements mensuels totalisant 128 760 $, et l'urgence fiscale de 6 200 $. La deuxième page montrait ce que ces décisions avaient changé dans ma propre vie. J'avais renoncé à l'achat d'un appartement 3 ans plus tôt après que papa m'a demandé l'argent pour les impôts. J'avais payé un loyer plus élevé pendant 36 mois supplémentaires. J'avais refusé un poste de financement dans une organisation à but non lucratif moins bien payé que je voulais parce que je ne pouvais pas risquer de perdre le revenu qui soutenait 2 ménages. Je n'ai pas listé ces sacrifices comme des dettes qu'il me devait. Je les ai listés parce que papa avait passé 5 ans à décrire mon aide comme étant sans effort. L'oncle David lui a tendu le résumé. Lis la première page à haute voix, a-t-il dit. Papa a refusé. Il a dit que tout le monde pouvait voir les chiffres. Ethan a parlé à travers l'ordinateur portable. Nous avons tous passé des années à faire semblant de ne pas voir les choses parce que ça te met à l'aise. Lis-le. Maman m'a surprise en étant d'accord. Papa a regardé autour du cercle et a réalisé que personne n'allait le sauver de la vérité. Sa voix était sèche quand il a commencé. Émilie a payé 9 480 $ pour régler les arriérés. Il a fait une pause après chaque ligne comme si les chiffres devenaient plus lourds une fois prononcés.
Quand il a atteint le total, sa voix est tombée. Emily a contribué à hauteur de 144 440 $ sur 5 ans. L'oncle David a demandé ce que papa avait dit à ses amis sur sa survie à la faillite de son entreprise. Papa a dit que c'était sans pertinence. Maman a répondu pour lui. Tu leur as dit que tu avais restructuré la dette et que tu t'étais rétabli grâce au consulting. Le silence s'est fait dans la pièce. Je savais qu'il avait caché mon soutien. Je ne savais pas qu'il s'était inventé un retour professionnel. L'oncle David a ensuite posé des questions sur la Mustang et le Country Club. Papa a dit que c'était des investissements commerciaux. Maman a ouvert un de ses propres dossiers. Après l'incident du hall, elle avait examiné les relevés qu'il gardait toujours sous clé dans son bureau. Papa avait retiré 78 000 $ d'une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sans le lui dire. Une partie de cet argent a financé la voiture, les cotisations du club et les pertes d'une société de conseil qui n'avait jamais généré de profit. Pendant que je payais le prêt principal, il avait tranquillement emprunté sur la valeur nette que mes paiements protégeaient. La découverte a changé la forme de ma colère. Papa ne s'était pas seulement appuyé sur moi. Il avait utilisé mon soutien comme un espace pour créer plus de dettes, puis avait présenté l'apparence du succès comme preuve qu'il méritait le contrôle. Les mains de maman tremblaient quand elle a dit « Je suis restée silencieuse quand tu l'as insulté parce que j'avais peur de ton caractère, mais tu nous as mis tous les deux en danger. » Papa a blâmé l'économie, la banque et le besoin de maintenir des relations professionnelles. L'oncle David l'a arrêté. Non. Dis ce que tu as fait sans y attacher quelqu'un d'autre. Papa a fixé le sol. Pendant près d'1 minute, le seul son était celui du système de ventilation. Finalement, il a dit, j'ai laissé Emily payer le prêt. J'ai emprunté sur la maison. J'ai dit aux gens que je m'étais rétabli par moi-même. Ethan a demandé pourquoi. La première réponse de papa a été la fierté. L'oncle David a dit que la fierté était un sentiment, pas une explication. Le visage de papa s'est crispé, puis quelque chose en lui s'est brisé. Parce que si les gens savaient que ma fille me soutenait, je ne serais pas l'homme que je leur avais dit que j'étais. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je ne me suis pas précipité pour le réconforter. Les larmes n'effaçaient pas les conséquences. Elles prouvaient seulement qu'il pouvait ressentir l'humiliation qu'il m'avait demandé de porter en silence. Quand ce fut mon tour, je lui ai parlé directement. Tu ne m'as pas mise à la porte parce que je t'ai trahi. Tu m'as mise à la porte parce que j'ai dit la vérité devant une personne que tu respectais. Tu avais besoin que je finance ton image et que je disparaisse derrière elle. Cet arrangement est terminé. Papa a dit qu'il avait été en colère et qu'il ne voulait pas dire jamais. J'ai répondu, tu le pensais jusqu'à ce que le paiement du prêt soit en retard. Il a détourné le regard. J'ai posé mes limites. Je ne recommencerai pas le prêt, ne paierai pas la ligne de crédit sur valeur domiciliaire, ne financerai pas un avocat, n'achèterai pas la Mustang, ni ne cosignerai aucun nouveau prêt. Je communiquerai par email pendant les 90 prochains jours. Papa n'était pas autorisé dans mon immeuble. S'il voulait une relation future, il enverrait des excuses écrites nommant ses actions sans blâmer le stress, l'âge, la fierté ou moi. Maman gérerait son propre compte bancaire et obtiendrait des conseils juridiques et financiers indépendants. Je pouvais leur donner une liste de conseillers en logement à but non lucratif, mais je n'assisterai pas au rendez-vous ni ne négocierai avec les prêteurs en leur nom. Des conseils étaient disponibles. Le sauvetage ne l'était pas. Papa a demandé si je comprenais que la maison pourrait être perdue. J'ai dit oui. Il a demandé si je pouvais vivre avec ça. J'ai vécu sans avoir ma propre maison pour que tu puisses prétendre que celle-ci était en sécurité, ai-je répondu. Maintenant, je vais vivre avec le résultat de m'être choisi. Il a commencé à dire qu'une bonne fille n'abandonnerait pas ses parents. Maman l'a interrompu. Un bon père ne ferait pas en sorte que sa fille doive acheter la permission d'appartenir. C'était la première fois que je l'entendais le défier devant nous. La réunion s'est terminée sans réconciliation. Papa a signé une simple reconnaissance de réception du relevé de paiement, puis est parti sans me regarder. Maman m'a serré brièvement dans ses bras et a dit qu'elle ouvrait un compte séparé le lendemain matin. Ethan est resté à l'écran après que tout le monde soit parti. Il m'a dit que j'avais fait ce que notre famille avait évité pendant des années. En rentrant chez moi le long de Lakeshore Drive, je m'attendais à un triomphe. Ce que j'ai ressenti était plus calme. Le deuil du père que j'avais voulu, le soulagement de ne plus avoir à le mériter,
et la certitude que le prochain pas lui appartenait. Les conséquences sont arrivées progressivement, puis tout en même temps. Le prêteur a proposé à papa un examen des mesures de réduction des pertes, mais il a manqué 2 échéances de documents parce qu'il insistait sur le fait que la maison valait assez pour tout résoudre. Il l'a mise en vente à un prix basé sur ce qu'une maison rénovée pourrait rapporter, bien que le toit fuyait et que la rénovation de la cuisine n'avait jamais commencé. Les acheteurs sont venus, ont vu l'entretien différé et sont partis. Quand il a finalement baissé le prix, les arriérés de prêt, le solde de la ligne de crédit, les pénalités, les impôts et les frais de vente n'auraient presque rien laissé. Papa a rejeté la meilleure offre parce qu'il l'a qualifiée d'insultante. Un mois plus tard, l'acheteur a acheté une autre propriété. Il a essayé de s'en sortir en empruntant. 2 banques l'ont refusé. Le country club a suspendu son adhésion pour cotisation impayée. Et les amis qui l'avaient impressionné avec les histoires de son retour ont appris la vérité quand il leur a demandé des prêts à court terme. L'oncle David n'a pas colporté de rumeurs, mais il a également refusé de confirmer la version de papa selon laquelle j'avais soudainement saboté un plan financier sain. Sans cette protection, les affirmations de papa se sont effondrées sous de simples questions. Les gens ont découvert que l'entreprise de conseil Prosper n'avait pas de clients, que le prêt immobilier avait été payé par sa fille, et que la voiture de collection avait été entretenue pendant que les réparations essentielles de la maison étaient reportées. Les invitations ont cessé. Les appels sont restés sans réponse. Le statut social qu'il avait gardé plus farouchement que notre relation a disparu parce qu'il n'avait jamais reposé sur rien de solide. Maman a emménagé dans la chambre d'amis de sa sœur après avoir appris que papa avait tenté d'ouvrir une autre ligne de crédit en utilisant des informations détenues conjointement. Elle n'a pas demandé le divorce immédiatement, mais elle a séparé ses finances et lui a dit qu'elle ne reviendrait pas tant qu'il n'aurait pas divulgué toutes ses dettes. Papa m'a blâmé dans 2 emails. Je les ai sauvegardés sans répondre. Son 3e message ne contenait que 4 phrases. Je vends la Mustang. J'ai postulé pour du travail. Je comprends que tu ne paies pas. Je suis en colère, mais je comprends. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était le premier message qui ne contenait pas de demande. La Mustang s'est vendue moins cher qu'il ne l'avait payée. La plupart des recettes ont servi à payer les soldes en souffrance et les frais de justice. Papa a pris un travail de sécurité de nuit dans un entrepôt de self-stockage près de OR, un poste dont il se serait autrefois moqué comme étant indigne de lui. Le travail était honnête, mais c'est précisément l'honnêteté qui le rendait douloureux. Il n'y avait pas de titre à gonfler et pas de public à impressionner. Il a annulé le club, vendu ses montres chères et a déplacé ses biens restants dans des boîtes. Sans vente réalisable et sans argent pour rétablir le prêt, il a signé un acte de remise volontaire en paiement plutôt que de continuer une longue procédure de saisie. Le stress a fait monter sa tension artérielle et son médecin lui a dit de changer ses habitudes. Pour une fois, personne ne pouvait faire ces changements pour lui. 5 mois après qu'il m'a mise à la porte, j'ai traversé Park Ridge après une réunion avec un client. La vieille maison était sombre derrière un érable nu. Un avis était scotché à l'intérieur de la fenêtre de devant, et un petit panneau propriété de la banque avait remplacé les numéros en laiton poli que papa nettoyait chaque samedi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Je me suis souvenu des anniversaires, des genoux écorchés, des lettres d'acceptation à l'université, et du matin où j'avais transféré mes économies pour empêcher que cette maison ne soit saisie. Je m'attendais à de la satisfaction. Au lieu de cela, j'ai ressenti l'étrange immobilité qui survient lorsqu'une menace est enfin devenue un fait. La maison était partie. J'étais toujours là. Papa a emménagé dans un studio près de son travail. Maman a loué un modeste 2 pièces près de son cabinet médical et a commencé à voir un conseiller via un programme d'aide aux employés. Elle et papa ont suivi une thérapie de couple, mais elle a refusé de combiner à nouveau leurs finances. L'oncle David m'a dit que papa ne dominait plus les réunions de famille parce qu'il y assistait rarement. Quand il le faisait, il écoutait plus qu'il ne parlait. Perdre la maison, la voiture, le mariage tel qu'il le connaissait et l'admiration de la communauté ne l'a pas rendu magiquement gentil. Cela a enlevé la scène sur laquelle sa version de lui-même s'était produite. 7 mois après notre réunion, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. Papa a écrit qu'il avait traité mon argent comme une preuve que je lui devais quelque chose, qu'il avait caché sa dépendance parce qu'il craignait de paraître faible, qu'il avait menti sur son rétablissement, emprunté sur la maison, m'avait insulté et expulsé quand j'ai exposé la vérité. Il n'a pas demandé d'argent. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner. La dernière ligne disait,
je t'ai rendu responsable de me protéger des conséquences d'être moi. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai placée à côté du vieux dossier de prêt. La responsabilité était arrivée, mais elle était arrivée après la facture. 1 an après ce brunch dominical, j'ai finalisé l'achat d'un appartement de 3 pièces donnant sur un tronçon tranquille de la rivière Chicago. Ce n'était pas un manoir, et je ne l'ai pas acheté pour prouver quoi que ce soit. Le premier matin, je me suis assise par terre au milieu des boîtes non ouvertes et j'ai regardé la lumière du soleil se déplacer sur un mur qui m'appartenait. Mon paiement de prêt était inférieur au montant combiné que j'avais autrefois dépensé pour le loyer et la maison de mes parents. Plus important encore, chaque paiement construisait une vie que j'avais choisie. J'avais également accepté une promotion au poste de directrice financière, commencé à faire du bénévolat pour une organisation à but non lucratif qui enseigne la planification financière de base, et appris à prendre des décisions sans calculer comment elles pourraient affecter l'humeur de papa. Ma relation avec maman est prudente mais s'améliore. Nous déjeunons ensemble 1 fois par mois. Elle ne me demande plus de servir de médiatrice dans son mariage ou de résoudre des factures qu'elle peut gérer elle-même. Quand elle retombe dans une vieille habitude, je le signale. Et soit elle se corrige, soit la visite se termine. Ethan vient plus souvent à Chicago maintenant parce que le temps en famille ne signifie plus regarder tout le monde tourner autour du caractère de papa. L'oncle David reste la personne qui peut dire la vérité sans en faire un spectacle. Pour la première fois, nos liens familiaux sont volontaires plutôt qu'imposés par la culpabilité. Papa et moi nous parlons occasionnellement. Notre première rencontre a eu lieu dans un café public 10 mois après sa venue dans mon hall. Il avait l'air plus âgé dans son uniforme de sécurité, mais aussi moins préparé. Il s'est excusé sans demander si j'acceptais. Je lui ai dit que je croyais qu'il regrettait les conséquences et qu'il commençait à comprendre le mal causé. Le pardon, s'il venait, ne restaurerait pas son ancien accès à mon temps, ma maison ou mes finances. Il a hoché la tête. Nous échangeons maintenant de courts messages pour les fêtes et nous nous retrouvons pour un café tous les quelques mois. Le respect à distance est la relation la plus honnête que nous puissions gérer. Il n'a plus jamais critiqué ma carrière, exigé de l'argent ou qualifié mes limites d'égoïste. Certaines pertes ne peuvent pas être inversées et cela fait partie de leur leçon. Je pensais que la vengeance signifiait faire ressentir à quelqu'un la douleur qu'il vous a causée. Ce qui s'est passé m'a appris quelque chose de plus utile. Je n'ai pas détruit la vie de mon père. J'ai arrêté d'utiliser ma vie pour le protéger de ses choix. La maison a été perdue parce qu'il a refusé des options abordables. Sa réputation a disparu parce qu'elle dépendait d'un mensonge. Son mariage a changé parce que le secret rendait la confiance impossible. C'était des conséquences, pas des armes que j'ai créées. Le plus difficile a été d'accepter que l'amour ne nécessite pas un sauvetage sans fin. L'éducation financière m'a donné les connaissances pour comprendre les chiffres, mais l'éducation émotionnelle m'a appris pourquoi je continuais à les ignorer. Une limite n'est pas une menace. C'est une déclaration claire de ce que vous ferez lorsqu'une autre personne refuse de vous traiter avec respect. Parfois, la décision la plus aimante est de se retirer, de laisser les adultes assumer leurs propres responsabilités et d'utiliser votre force pour construire un avenir sain au lieu de maintenir l'illusion de quelqu'un d'autre. Alors, qu'auriez-vous fait après avoir entendu « sort et ne revient jamais » ? Auriez-vous repris les paiements pour sauver la maison familiale ou auriez-vous laissé les conséquences suivre leur cours ? Et si les excuses ne venaient qu'après que tout a été perdu, choisiriez-vous le pardon, la distance, ou les deux ? Dites-le moi dans les commentaires. Quelqu'un qui lit votre réponse pourrait avoir besoin du même rappel que moi autrefois. Être une bonne fille ne signifie pas devenir une source permanente d'argent, de silence et de seconde chance. Parfois, s'éloigner n'est pas un abandon. Parfois, c'est le premier pas vers la maison. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Cette vidéo est fictive et réalisée uniquement à des fins de divertissement, de narration et d'éducation. Nous espérons qu'elle vous rappelle que la trahison peut vous faire tout remettre en question, mais elle peut aussi vous apprendre quel genre d'amour, de loyauté et de respect vous ne tolérerez plus jamais. Cette leçon peut devenir le fondement d'un avenir meilleur.